Thanks to welcome me so warmly. Non? Ah, excusez-moi, c'est le jet lag. Il a fallu juste que je me pose. Alors, je vais faire un petit disclaimer. Euh, si vous voulez acheter du Bitcoin, c'est maintenant. Parce que traditionnellement, c'est arrivé 2 fois cette année, après ma conférence, ça pump. Donc voilà, c'est juste le petit disclaimer, achetez maintenant. Voilà. Alors, la petite phrase, la petite astérix. Ceci n'est pas un conseil financier, voilà, hein, on est entre nous, tout va bien. Donc comme on est entre nous, je vais pouvoir lâcher du lourd. Ça tombe bien, je fais 106 kilos, surtout après un passage au Luxembourg où j'ai bien pris. Voilà. Alors on m'a demandé de vous parler d'un animal financier assez intéressant et original qui est Bitcoin. Bitcoin est rentré dans ma vie par effraction à l'époque où je ne le comprenais pas. Donc en 2013, je ne comprenais pas du tout ce que c'était Bitcoin. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est entré par effraction. En 2014, c'est moi qui ai essayé de comprendre Bitcoin. Après l'affaire Silk Road, je me suis dit, il y a quand même des trucs bizarres là-dedans. Voyons voir si bon, je comprenais toujours rien. Puis en 2015, j'ai commencé à animer une conférence qui s'appelait Bordeaux FinTech. C'était à Bordeaux et ça parlait de FinTech. Vous voyez la créativité qui est mienne quand je dois créer un nom d'événement. Et donc à Bordeaux FinTech, on a parlé pour la première fois avec un des cofondateurs de Paymium qui est là aujourd'hui. On a parlé de Bitcoin. Et Gonzague Grandval a eu cette phrase extraordinaire. Il a posé 2 questions que je vais vous poser. Il a dit qui connaît Bitcoin dans la salle? Oui, c'est mieux qu'en 2015. Attention à la deuxième. Qui possède du Bitcoin? C'est pas mal ça. Bon, je suis RGPD, hein, donc je ne dis pas qui possède du Bitcoin, il n'y a pas de souci là-dessus. Et il a dit après, la chose suivante, il a dit, bah, écoutez, parce que bon, il y avait quelques doigts qui s'étaient levés à qui connaît, et puis il y avait quasiment aucun doigt qui s'était levé à qui possède du Bitcoin. Il dit, venez me voir après, je vous montrerai comment acquérir des fractions de Bitcoin, donc il présentait Paymium, et je vous en donnerai même. Donc il y a des gens qui, en 2015, à Bordeaux, le 5 octobre 2015, ont acquis leur première fraction de Bitcoin. Mais moi, comme j'étais organisateur, ben, j'organisais la table ronde suivante. Et voilà, mon premier rendez-vous raté avec Bitcoin. Voilà, c'est venu plus tard. Et donc, il faut 100 heures, a priori. Hein, on dit qu'il faut près une centaine d'heures pour comprendre Bitcoin. Et moi, je suis j'ai bien aimé le rugby parce qu'il y a un côté d'antagonisme. Hein, c'est-à-dire qu'on part en avant en faisant des passes en arrière, et il y a un côté combat, mais on n'est pas seul dans le combat, on est plusieurs. Et donc, on va dire que j'aime bien l'opposition, et pour moi, Bitcoin, c'était un lieu d'opposition, puisque tout le monde disait que c'était nul. Enfin, et donc, tout le monde parlait de ces fameux 4 arguments massus, que j'ai baptisés les 4 fantastiques. Et ces 4 arguments massus, c'est les 4 objections majeures pour les gens, et en fait qui sont pour moi mineurs, puisque ce sont les seuls qui sont qui sont extrêmement facilement démontables, ce que je vais vous faire aujourd'hui. Et je vous prierai de faire une petite salve d'applaudissements pour ma fille Eugénie, qui m'a fait une super présentation mi-journée pendant cette dont je me sers pour cette conférence. Alors, si on commence sur Bitcoin, on doit commencer par des maths. Et oui, certains ont fait littéraire, d'autres ont dit « Ah, les maths, je ne comprends pas, c'est une horreur ». Bon, en fait, les maths, c'est juste une question de professeur. Voilà. Quand vous avez un bon prof, vous êtes bon en maths. Quand vous n'avez pas un bon prof qui ne vous a pas donné la passion, la clé de compréhension, hein, ben vous avez du mal. Je vous ai mis ici ce sur quoi reposent beaucoup de choses dans l'univers crypto, qui est un hash. Un hash, c'est une formule mathématique qui, quel que soit le nombre de caractères que vous mettez à l'entrée, vous sort toujours 64 caractères en sortie, des caractères alphanumériques. Les 2 premiers hash sur le tableau, c'est Bitcoin avec un grand B pour le premier, Bitcoin avec un petit b pour le second. Donc vous voyez que des choses qui peuvent être extrêmement proches, le même mot, avec juste le fait que l'un soit en majuscule et l'autre soit en minuscule, vous donne un résultat totalement différent. C'est très important, parce qu'on se dit parfois, quand on va faire un numéro de téléphone et qu'on se trompe d'un chiffre, qu'on va tomber pas loin du gars, ou de la fille. Bon, c'est une connerie. Et bien là, pour le H, c'est pire. C'est-à-dire qu'en fait, si vous envoyez sur la mauvaise adresse, on va dire qu'elle c'est au revoir. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a des maths derrière, parce que si moi j'ai ma clé privée, et qui est la clé du coffre de mes cryptos, pour que la même personne tombe sur exactement la même clé privée,
il faut qu'il y ait une probabilité qui correspond à peu près la même que gagner 13 fois de suite à l'euro million. Donc en fait, c'est pas impossible, mais c'est hautement improbable. Donc on est sur quelque chose qui mathématiquement est extrêmement fort, extrêmement sûr, extrêmement sécure, pour peu que la plus grande faille qui existe, c'est-à-dire la personne qui est entre le fauteuil et le clavier, ait quelques hygiènes de sécurité. Hein. Vous avez bien compris qui est entre le fauteuil et le clavier. C'est vous, c'est moi. Pour vous dire si c'est quelque chose qui est connu, c'est la NSA qui a créé le SHA-256. Donc on utilise un algorithme qui vient d'un organisme tout à fait officiel. Bon, ça fait partie des 12 technologies qui ont été assemblées par Satoshi Nakamoto, Alphine pour certains, pour aller créer Bitcoin. Voilà. J'arrêterai la technique, mais si jamais certains veulent parler un peu de technique, ça sera avec grand plaisir. Alors, j'ai fait intervenir mon grand copain. Vous savez que j'ai un grand copain, l'Institut Rousseau. Certains le connaissent, je vois. C'est le proche de certains. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui vit grâce à nos subsides, entre autres. Il s'appelle Nico. Je ne dirai pas son nom de famille. Je ne vais pas trop lui faire de pub. Et donc, Nico, il nous dit quoi? Il nous dit, bah non, bah, c'est nul, Bitcoin, tu n'as rien compris. Voilà. Et Nico, il nous dit quoi? Bah, ça repose sur rien. Idéalement, ça finance le terrorisme, c'est pas mal, comme deuxième complément. Ça consomme à peu près toute l'énergie de la planète. Hein. J'ai mis un petit truc ce matin sur LinkedIn, un article 2017. Hein. Là, on ne devrait plus avoir d'électricité, Bitcoin aurait du tout consommé. Ça pollue, là, n'en parlons pas. En plus, c'est la période. Hein. Et puis, bien sûr, c'est volatile. Voilà les 4 fantastiques que nous allons aborder ensemble. Donc, en fait, ça repose sur rien. Je trouvais que l'image était pas mal. Je pense que, si vous voulez, c'est quand quelqu'un dit ça repose sur rien, je pense que là, on a l'image du rien, là, vous voyez. Je pense que si on l'a en face, là, on se dit non, c'est rien. Non, c'est bon, je maîtrise les arts martiaux. Celui-là, c'est rien. Voilà. Je pense que ça, c'est le truc où les gens montrent qu'ils ont le moins compris ce qu'est Bitcoin. Ils ont le moins compris. Pourquoi? Parce que je viens de vous parler des maths, qui est la base. Hein, les technologies qui sont derrière Bitcoin et qui ont été mises ensemble, des technologies connues, reconnues, et qui ont été mises ensemble de manière assez magique, enfin pas magique, mais c'est vraiment, il y a un esprit supérieur qui dit oui, mais là je vais la mettre comme ça, et à ce moment-là on va pouvoir tout faire. Donc des technologies reconnues qui délivrent une promesse qui n'a jamais cessé d'être tenue. Pourquoi on dit que le halving est souvent le début du bull market, enfin du marché haussier? Parce que c'est une fois de plus la preuve que la promesse initiale est tenue. C'est-à-dire qu'on a bien une division par deux de la rémunération, une division par deux de la création monétaire. Voilà. Donc ça, c'est un point important. C'est aussi une disponibilité du réseau. On a 2 pannes. L'histoire de Bitcoin, c'est 2 pannes informatiques. Je ne sais pas s'il y a des responsables de systèmes informatiques ici, mais c'est le rêve, quoi. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent vraiment dans l'informatique. Imaginez, votre Mac ou votre PC, il a planté en 14 ans 2 fois. Oui, je vois que ça vous laisse sans voix. Moi aussi. Voilà. Donc, ça, c'est un point important. Et puis, derrière, il y a une communauté. C'est-à-dire que, mais c'est qui décide pour Bitcoin c'est qui le patron? Bah, je dis, le patron, c'est un peu moi quand même. Moi, j'ai un nœud à la maison pour assurer la sauvegarde, enfin la sécurité du réseau ou la résilience du réseau. C'est un peu tout le monde, en fait. On peut tous faire partie d'une communauté. Une communauté qui prend des décisions, quelquefois bonnes, quelquefois moins bonnes. Hein, le programme initial de Bitcoin, ça a quand même changé. Hein, on a eu des forks soft et des hard forks, mais dans les soft forks, ça veut dire qu'on a eu des aiguillages qui sont allés vers la chaîne la plus longue, toujours Bitcoin, avec des évolutions. Si je vous parle de Segwit ou je parle de Taproot ou choses comme ça, c'est pas des gros mots, c'est juste des évolutions du protocole pour pouvoir permettre d'autres choses, des choses qui vont être très sympas, comme ce qu'on a dit à Surfing Bitcoin avec Liana, qui vont permettre notamment des éléments de sécurité et de transmission. Voilà, rapidement, j'ai mis, et puis si vous avez accès à l'intervention, je vous mettrai de façon à disposition des organisateurs mon support. Vous avez quelques éléments chiffrés qui sont là-dessus. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est on est sur du lourd et sur du solide. Cette diapo, je l'aime beaucoup aussi parce que voilà, il y a une transparence du regard. J'aime bien dans le mid-journée, c'est d'arriver à faire passer voilà, des mots plus que... Une image peut faire passer pas mal de mots. On nous dit que ça finance le terrorisme.
Alors, je vais vous donner, j'ai regardé le rapport de Chain Analysis, le Crime Crypto Report 2023. Oui, on est sur le plus haut. Il n'y a jamais eu autant de transactions frauduleuses. Ah oui, bah, c'est simple. On a décidé que toutes les transactions russes, elles étaient frauduleuses. Voilà. Donc on enlève ça et on a une division par 2 du volume des transactions frauduleuses. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a une baisse, on commence à avoir une baisse drastique des transactions frauduleuses sur Bitcoin. Et ça, c'est quelque chose, pas que sur Bitcoin, sur les cryptos. Je ne parle pas sur Bitcoin. Ça, c'est un point important. Mais surtout, ce que je dirais, c'est que quand quelqu'un fait une transaction sur la blockchain Bitcoin, il met au-dessus de sa tête, c'est une transaction frauduleuse, une épée de Damoclès. Et il ne sait pas dans combien de temps on va trouver qu'est-ce qu'il a fait. Parce qu'il y a des gens qui ont dit non, non, moi c'est bon, je suis tranquille, 2014, nickel. Ben oui, mais 2014, Mt. Gox, on est en train de récupérer des fonds. Bon, en ce moment, c'est les avocats qui se payent. Donc eux, ils ont bien trouvé. Hein. Mais bientôt, peut-être, les épargnants vont trouver quelque chose. Après 10 ans d'honneur d'avocat, ça serait bien qu'il reste un petit truc. Voilà. Et puis surtout, tout est gravé dans des blocs. C'est-à-dire, en fait, en préparant la conférence, je suis quand même allé revérifier si je pouvais voir tout ce qui était écrit dans un bloc. C'est toujours disponible. Hein, vous pouvez aller voir dans un bloc toutes les transactions. Vous pouvez savoir exactement dans quel bloc, combien il y a eu de reward. Bon, ça c'est facile, ça bouge pas, 6,25 pour l'instant. Mais vous avez les pourboires, quoi. Non, les rewards, c'est ce qui bouge et la rémunération 6,25. Mais vous avez, sur chaque transaction, vous pouvez savoir exactement qu'est-ce qui a été mis. On a le hash de chaque transaction. Enfin, tout est hyper traçable. Donc, quand on nous dit que ça finance le crime, moi, si je suis une activité criminelle, je préfère aller faire ça en dollars. Quoi. Voilà, ou en carte. Vous savez, il y a une époque, il y a les cartes de crédit qui permettaient, ou cartes de téléphone qui permettaient de récupérer un peu d'argent. C'est beaucoup plus anonyme que ça. Ça laisse des traces, c'est terrible, c'est indélébile. C'est indélébile la trace qui est restée. Informatiquement indélébile. Donc, le but d'une blockchain, c'est de garder l'historique de toutes les transactions. C'est pas là où je vais aller faire une activité criminelle. Enfin, ça tombe. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que je vais éviter. D'ailleurs, le Hamas, en début d'année, le Hamas, alors pour certains, c'est une organisation terroriste, pour d'autres, non. Enfin, ils ont dit bon, les dons en Bitcoin, vous arrêtez. Hein, c'est parce que ça, on le voit beaucoup trop. Donc surtout, non, là, vous arrêtez. Donc voilà, c'est un exemple. Hein. Voilà, parce que le Hamas, ça parle à tout le monde. Voilà, donc il y a des données qui sont celles-là, mais surtout, moi je pense qu'il faut tenir compte du fait que c'est une épée de Damoclès. C'est-à-dire, je fais une transaction, elle reste dans la chaîne, et un jour, il y a peut-être quelqu'un qui serait capable de remonter les CoinJoin. Les CoinJoin, c'est les mixeurs, c'est pas exactement les mixeurs, mais c'est des manières de rendre un peu anonymes les transactions, mais je pense qu'un jour, ça reviendra. Le sujet qui en ce moment nous préoccupe beaucoup, fait couler beaucoup d'encre, dépense une énergie impressionnante, quand on voit notamment les vols de certains porte-parole de la décroissance. J'aime bien Greta parce que Greta, elle prenait beaucoup l'avion. Hein, c'est pour nous montrer qu'il fallait moins... voilà. Et moi, je lui dis, Greta, si tu veux financer la transition écologique, deviens mineuse de Bitcoin. Oui, elle n'a pas apprécié. Hein. Non, je ne suis pas sûr qu'on lui ait transmis le message. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pour accélérer les extra-capacités, pour accélérer l'utilisation d'énergie renouvelable que je suis devenu mineur de Bitcoin. Je mine au Paraguay, je mine notamment au Congo, et ce sont des écosystèmes dans lesquels on va utiliser de l'extra-capacité électrique, dans les deux cas c'est de l'hydraulique, et qui en plus vont soit apporter des subsides à des écosystèmes qui en ont absolument besoin, Parc des Virunga pour le Congo, et puis des sociétés peut-être moins nécessiteuses au Paraguay, mais c'est un barrage qui fait l'équivalent de 5 réacteurs nucléaires. Autant vous dire qu'il n'utilise pas tout le temps l'électricité au Paraguay, il n'utilise pas tout le temps l'énergie qui est disponible. Donc on va apporter de la valeur à ces écosystèmes. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se mettre à miner sur de l'énergie charbon, pétrole, gaz et ainsi de suite, il est quand même très très mal embarqué. Parce que ça vaut cher. Et aujourd'hui, c'est pas là où il va aller chercher l'énergie. Il faut aller chercher du 5-6 centimes pour être efficient sur Bitcoin, être dans les derniers qui minent. Et donc, il faut aller chercher de l'électricité qui est entre moins quelque chose. On peut acheter de l'électricité négative et 5-6 centimes. Au-delà, ça commence à devenir compliqué. Donc, on va créer des écosystèmes. Par exemple, au Kyrgyzstan,
à côté du Kazakhstan, qui a été considéré comme un des endroits où on polluait le plus pour miner du Bitcoin, le Kyrgyzstan a dit, écoutez les mecs, vous voulez miner du Bitcoin, no problème. Vous faites des installations ENR, et moi je vous donne toutes les licences pour aller miner chez nous. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, le réseau du Kyrgyzstan commence à être développé en partie. Il y a un très très bon papier qui était sur LinkedIn, qui commence à être développé en partie par les mineurs. On n'en parle pas de ça. C'est pas à la mode de parler de ça. Mais c'est un exemple vraiment tangible. Et quand on parle de l'écosystème du parc des Virunga, les dernières des nouvelles, c'est à force d'avoir mis toutes ces machines de mining, on produit de la chaleur. Qu'est-ce qu'on va faire de cette chaleur? Eh bien, ils ont un projet d'exportation de fruits séchés. C'est génial. Enfin, voilà, là, il y a une. Moi, j'aime beaucoup aussi Bitcoin parce qu'on trouve des gens qui ont des idées, qui ne restent pas les deux pieds dans le même sabot, qui intellectuellement repoussent les limites et les frontières, sont habitués à l'adversité. Typiquement, c'est un projet. Ils ne peuvent pas exporter leurs fruits qui ne sont pas séchés. Par contre, si on sèche les fruits, ils peuvent les exporter. 400 emplois à la clé. Voilà, ça, c'est des choses que j'ai trouvées. Et alors, donc, on peut aller miner avec la géothermie, la terre. On peut avec de l'hydraulique, l'eau, hein, et puis le feu, c'est le flare gaz. Il faut dire qu'aujourd'hui, un puits de pétrole, il produit du méthane, et que le méthane, il part dans les hautes couches de l'atmosphère, et qu'il est bien pire que le CO2. Alors, il s'en va plus vite, mais en tout cas, il est au moment présent bien pire que le CO2. Donc, on capte le méthane, ça s'appelle le flare gaz, on capte le méthane, et on va l'utiliser. Là, on produit du pétrole. Alors, vous savez, on produit du pétrole au centre de Paris, de New York et de Londres, hein. Non, on produit du pétrole sur des zones qui ne sont pas forcément super habitées ou qui ne consomment pas beaucoup d'énergie. Cette énergie, on l'a, il faut l'utiliser. On la transporte dans le temps, on la transforme et on la transporte dans le temps. Bitcoin est un moyen de transporter l'énergie dans le temps. Oui, l'or. Quand vous produisez de l'or, vous avez une preuve de travail. Vous avez pris de l'or, vous avez travaillé pour avoir un lingot d'or. Donc vous transportez la valeur travail dans le temps avec l'or. Et Bitcoin, c'est pareil. C'est exactement pareil. Vous transportez la valeur travail dans le temps. Donc voilà, moi personnellement, puisque vous savez, dans les 4 fantastiques, il y en a un qui joue avec le feu, il joue pas mal d'ailleurs avec le feu, et bien voilà, donc lui, ce qu'il préfère, c'est le flare gaz, et donc il y a des gens qui sont, maintenant, c'est pas un projet, c'est quelque chose de réel. Ça, c'est pour tous nos amis écolos, pour leur dire que, voilà, vraiment, il y a encore des machines à acheter pour financer la transition écologique. Donc quelques petites notes très intéressante que j'ai trouvée. Et alors, donc, oui, en 2017, on disait que si Bitcoin continuait à se développer, eh bien, aujourd'hui, là, on s'éclairerait à la chandelle. Je parlerai avec un porte-voix et je ne sais pas comment on ferait pour la captation vidéo. Il y aurait peut-être quelqu'un qui pédalerait dans une salle derrière. Peut-être d'ailleurs que c'est le cas. Merci en tout cas, Sam, s'il y a des gens qui pédalent derrière. En tout cas, c'est super parce qu'on n'aura plus d'énergie par rapport à ça. Ah, Bitcoin is dead. Bon, j'ai arrêté de compter les fois. J'ai arrêté de compter les fois parce que je l'ai entendu beaucoup sur 2018, qui était, voilà, moi, comme j'ai commencé vraiment à suivre les cours à partir de 2015, c'est mon deuxième bear, enfin j'ai vu 2 boules de bear, market, marché baissier, et donc je l'ai vu plusieurs fois que c'était mort. Bon, moi j'ai pas écouté, comme certains d'entre vous, et ça bien m'en a pris. Simplement pour dire que oui, Bitcoin est volatile. Et Michel Kazaka vous en parlera beaucoup, beaucoup mieux que moi. Bitcoin est volatile, mais c'est un rapport avec la vélocité. Je pense que la plupart des gens dans la salle ont déjà fait du vélo. Oui, oui. Bon. Ça s'oublie pas. Si en vélo, vous dites « je vais à moins de 3 km/h », aurez-vous une trajectoire rectiligne? Je pense pas. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Si vous allez à 25, je pense que tout le monde peut aller à 25, bien lancé, est-ce que vous allez avoir une trajectoire rectiligne? Et il vaut mieux. Il vaut mieux, parce que si à 25 on n'a pas une trajectoire rectiligne, ça ne dure pas longtemps. Donc c'est la vélocité. Plus je vais vite, plus je vais droit, plus j'ai de transactions. Donc la vélocité de la monnaie, ça se calcule. C'est par rapport au nombre de transactions. Et plus j'ai d'échanges et d'utilisation d'une monnaie, plus j'ai de vélocité, plus je baisse ma volatilité. Après, regardez, on a des périodes là en ce moment où on a quand même c'est super flat Bitcoin. Bon, la conférence va faire monter un peu, mais en dehors de ça, c'est quand même super flat, quoi. Voilà.
Voilà. Donc ça nous permet de rentrer régulièrement. C'est volatile, ok, ben je rentre toutes les semaines ou tous les jours. Enfin voilà. Donc je vais là-dessus et effectivement c'est volatile. Euh, mais si on prend par exemple ce graphique où on a it's a bubble, it's dead, it's a bubble, it's dead. Hein, c'est les deux trucs, hein, parce qu'après il y a aussi le truc, oui, oui c'est une bulle. Voilà. Alors c'est une échelle logarithmique, hein, ça, sur la fin c'est un peu écrasé, mais enfin bon globalement ça monte pas mal. Et donc c'est pour vous dire que oui, bien sûr à court terme, comme tout actif jeune, c'est volatile, c'est évident, c'est volatile. Mais si vous faites une trace des points bas, si vous prenez les points bas de la courbe, vous avez une performance annuelle de à peu près 150% par an. Voilà. Alors, là encore, c'est pas un conseil financier, mais je veux dire que il y a des éléments intrinsèques qui poussent à la valorisation de Bitcoin. Il y en a plein. C'est pas le sujet de la conférence, mais enfin, en tout cas, c'est pour vous dire que oui, il y a une volatilité court terme, mais cette volatilité court terme est modulo de quand même une croissance long terme. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur d'un élément conjoncturel et prendre toutes ces décisions par rapport à un élément conjoncturel. Exemple. 4,5% pour un crédit immobilier, mais c'est hors de prix. Ouais, enfin, nos parents, ils ont emprunté à 17, hein. Et ils nous ont logés. Enfin, il y a des plus jeunes que moi ici, où vos parents ont emprunté à peut-être 7, et ils ont réussi à rembourser. Donc, voilà, il ne faut pas louper le conjoncturel par rapport à la tendance de long terme. Donc oui, volatile, je vous ai expliqué les raisons de la volatilité, mais aussi, il y a des manières de réagir à cette volatilité. Vélocité, jeunesse, usage, les développements, on a des développements qui sont très intéressants, puisqu'en fait, plus on a d'utilisation, plus on a de développement. Et aussi, on a des périodes d'acquisition qui sont intéressantes, parce que quand vous divisez par 2 la création monétaire d'un coin, enfin d'un jeton, eh bien, il y a quand même des gens qui se rendent compte qu'on a cette supply qui devient limitée, de plus en plus limitative. Et on est à 21 millions de jetons parce que aussi, peut-être, il y a un rappel à tout l'or du monde. L'or du monde, c'est 21 cubes de 21 mètres d'arête, hein, à peu près. Eh bien, tout ceci pour vous dire que quand on constate qu'en fait, on va émettre de moins en moins de Bitcoin, eh bien, il y a des gens qui se disent, oui, bah, si j'en achète pas, il y en a vu qu'il y en a de moins en moins qui sont créés, on va être de plus en plus à vouloir en acheter. Et à ce moment-là, c'est un élément où certains disent que c'est une chaîne de Ponzi parce que c'est le dernier qui paye la sortie du premier, mais si on prend ce raisonnement-là, sur Danone, Nestlé ou Air Liquide ou d'autres, c'est pareil. Je peux acheter du Danone parce que quelqu'un me le vend, je peux acheter du Nestlé parce que quelqu'un me le vend, et ainsi de suite. C'est tous les marchés financiers. C'est un marché qui est en plus hyper efficient, contrairement à celui des valeurs mobilières. Hein, c'est que les valeurs mobilières, il y a des cotations, et comme par hasard, dans la dernière demi-heure de cotation de la journée, il y a la majeure partie des transactions. Parce que les ETF ont besoin de faire les transactions, il y a tout ça. Et vous savez que 80% des ordres, enfin, 94% derniers chiffres des ordres de bourse sont des ordres non exécutés par des robots de high frequency trading. Donc, l'efficience des marchés, elle n'est pas sur les marchés financiers, elle est sur des choses beaucoup plus pures, comme peuvent l'être certaines cryptos ou comme les bitcoins. Voilà. Donc, pour diminuer les risques, je vous dis, c'est rentrer progressivement. Hein, c'est très important sur Bitcoin de rentrer progressivement, mais Pemium vous propose d'y aller tous les jours. C'est aussi de respecter un cycle de 4 ans, halving, donc division par 2 de la création monétaire, donc c'est mai 2024. 210 000 blocs plus tard, c'est le nouvel halving, 4 ans plus tard, globalement. Bah, si vous rentrez sur un actif qui a un cycle de 4 ans, bah, donnez-vous un cycle de 4 ans pour rentrer dessus. Ou dans ce cycle de 4 ans, rentrer dans la période où on build, dans la période où on construit, et dire, bon, bah, maintenant j'essaie de trouver les raisons de réaliser une partie de ma plus-value. Mais ceux qui ont compris Bitcoin, est-ce qu'ils vont tout vendre? Ceux qui ont compris que c'est un actif déflationniste, est-ce qu'ils vont tout vendre? Non, vous pouvez alléger vos positions, parce que naturellement, on peut aussi se dire, je vais alléger ma position parce que je veux au moins sécuriser mon investissement. Très bien, si je fais un x10 et que je sors un tiers, c'est très bien. Si on fait un x3 et qu'on sort un tiers, c'est très bien. On a sécurisé sa position, on ne joue plus qu'avec la plus-value. Mais voilà, je ne réponds pas à la question, mais enfin, quand on a bien compris Bitcoin, est-ce que parce que ça passe à 100 000 $, on va tout vendre? Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, je vous laisse avec cette question-là, philosophique, moins philosophique que notre ami d'avant, mais voilà. Mais il faut quand même savoir prendre ses plus-values. Voilà.
Bitcoin fait partie d'un écosystème, d'un écosystème où il y a Bitcoin et le reste. Je pense que je n'ai pas assez hypertrophié Bitcoin par rapport au reste, notamment par rapport aux autres qui sont en dehors de Bitcoin et Ethereum. Quand les gens me parlent des cryptos, je dis non, vous ne pouvez pas parler des cryptos. Vous pouvez parler de Bitcoin, d'autres crypto-monnaies, mais il y a Bitcoin et il y a le reste. Nous, c'est notre pari, tranché. Nos clients qui nous demandent du conseil, on leur dit minimum 50% de Bitcoin. Voilà, ça peut être 100. Nous, c'est minimum 50. Ça peut être 70, mais c'est minimum 50. Après, on a Ethereum qui va adresser d'autres problématiques, les contrats automatisés. Mais c'est quasiment des projets entrepreneuriaux. C'est-à-dire que d'un côté, Bitcoin est une commodities, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment un socle extrêmement solide. Le reste sont des projets entrepreneuriaux avec des fondations, avec des choses comme ça. Si demain, Vitalik Buterin, on le met en prison avec ses corps développeurs, je ne sais pas comment Ether va s'en sortir. Aller mettre le patron de Bitcoin en prison et les corps développeurs, ben bon courage. Bon courage, pourquoi? Parce que la Chine a voulu interdire Bitcoin. Elle n'a pas réussi. Je crois qu'elle est la 4e ou 5e interdiction de Bitcoin. Elle n'a pas réussi. Le Nigeria a interdit Bitcoin. Aujourd'hui, 50% d'adoption au Nigeria. 50%. Bon. Aujourd'hui, les mineurs ont été sortis de Chine. Le ban des mineurs en Chine. À la fin, ils ont dit hop, 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 hop. Non, vous restez là parce qu'on n'arrive plus à stabiliser le réseau. Eh oui, parce qu'un mineur de Bitcoin, il stabilise le réseau. Et à un moment donné, il y a l'électricité gratuite, il prend. Il y a un moment, elle devient chère, il ne prend plus. Et il arrête, allez, on va dire qu'il met une minute, une à 2 minutes à brancher on-off là-dessus. Donc, c'est des gens qui stabilisent des réseaux. Au Texas aussi, ça s'est vu. Donc, on est vraiment sur quelque chose de différent. Et le proof of work, la preuve de travail, elle est accessible à tous à partir du moment où on met les moyens de la preuve de travail. Alors que la proof of stake, c'est différent. C'est la preuve d'enjeu. C'est combien je suis riche de combien. Donc c'est vraiment deux philosophies qui sont très différentes. Donc de grâce, s'il y a une chose pour ceux qui sont plutôt débutants dans Bitcoin, retenez qu'il y a Bitcoin et le reste. Je ne crache pas sur le reste, mais on n'adresse pas les mêmes problèmes avec, on ne répond pas aux mêmes objectifs avec, et donc on va acquérir d'autres cryptos pour d'autres problématiques. Et ce n'est pas les mêmes raisons pour lesquelles on achète Bitcoin. Bitcoin dans un patrimoine, c'est plus la place de l'or. Et les autres cryptos, ça va être plus la place des securities, des actions, des obligations, des choses comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est très complémentaire, mais on n'y accorde pas la même place. Après, il y a des questions de conviction, des gens qui sont Ethereum maxi. Bon. Il y en a. Il en faut. C'est ça qui est beau dans le monde, c'est la diversité. Hein? Mais nous, on est deux tiers, on est soit demi-maxi, soit 2 tiers maxi. On n'est pas tout à fait 100% maxi. Voilà. Voilà. Et puis, s'il me reste du temps et si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été très studieux et très à l'écoute. Vous pouvez poser sans micro parce que je crois qu'on... Ah oui, très bien. Alors, je passe le micro. Ah oui. Il a pris des notes pendant toute la conférence. Ah oui, alors effectivement, merci beaucoup pour cette présentation et sur donc la valeur ajoutée de Bitcoin. Simplement pour expliquer en amont pourquoi je vous pose cette question, je suis moi-même investisseur de Bitcoin, j'en achète globalement toutes les semaines, une petite quantité justement pour pas avoir à subir les aléas. Mais je me pose quand même des questions parce que je trouve que souvent le débat est trop tranché entre les anti-Bitcoin et les pro-Bitcoin. Et je trouve souvent qu'on ne va pas au fond des choses. Et je profite de votre expertise pour aller plus au fond. Par exemple, quand la première critique des 4 fantastiques, c'était que Bitcoin n'est rien. La réponse, c'est la communauté, c'est l'ensemble des outils qui sont derrière, les mathématiques, etc. Pour moi, la communauté est à la fois le point fort et peut-être le point faible. Et par exemple, la proposition de valeur essentielle de Bitcoin, c'est 21 millions et ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer, sauf si la communauté décide que ça change.
Et l'histoire, par exemple, de nos systèmes démocratiques montre que concrètement, les majorités, finalement, peuvent être orientées d'une manière ou d'une autre, qui peuvent être pas forcément les choix les plus pertinents. L'autre point aussi, il y avait les histoires d'économie d'énergie. Je partage aussi la tendance et je suis aussi ravi de voir que, surtout d'ailleurs dans la communauté francophone, il y a des investissements dans des pays qui ont besoin d'aller chercher effectivement de développer des nouvelles sources d'énergie, mais il n'en demeure pas moins que statistiquement, l'essentiel des fermes de minage sont au Texas et brûlent. En tout cas, moi, c'est les infos que j'ai. Alors, elles sont peut-être fausses et vous me les corrigerez. Mais elles brûlent effectivement du pétrole de manière significative. Et le dernier point... Ça fait déjà deux questions. Hein. Je vais essayer de et le dernier point, et après je me tais. Sur la question de la volatilité, donc la réponse est la vélocité. Et je pense qu'effectivement, que c'est tout à fait... J'ai beaucoup aimé l'exemple du vélo. La seule réserve que j'ai, c'est que quand moi, en tout cas, j'achète du Bitcoin, et je l'achète plutôt comme un outil d'épargne et de protection plutôt que comme de la monnaie. Et donc, de ce fait, je ne l'utilise pas pour acheter des actifs ou pour des services ou des choses comme ça. Et donc, de fait, ma propre consommation ne génère pas de la vélocité puisque je ne fais que d'empiler les Bitcoins. Alors, la première question qui concernait, parce que j'ai la communauté, il est 21 millions. Oui, la communauté est un plus et un moins, comme toute communauté. Et là où il y a, je parle l'homme au sens large, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc ça veut dire qu'on sait que l'homme a des faiblesses et les femmes ont des faiblesses et on est pour ça qu'on a une certaine complémentarité. Si on part du principe que les core développeurs ou ceux qui sont dans la communauté Bitcoin sont des détenteurs de Bitcoin, ils peuvent scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ils peuvent. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui dit « Bon, alors on a eu 4 millions de Bitcoin perdus, ou 3 millions de Bitcoin perdus, on va en recréer 3 millions parce que autrement, pour qu'on puisse utiliser la totalité de la chaîne », je pense qu'on se prend on perd la quasi-totalité de la confiance qu'on peut avoir dans la chaîne. Point pour la question. Donc j'espère qu'on ne sciera pas la branche sur laquelle on est assis, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est un risque, ça fait partie des risques. Je suis d'accord avec vous, même si pour moi c'est pas celui que je mets celui que je mets en tête. Bitcoin Mining Council nous donne 67% d'énergie renouvelable pour le minage de Bitcoin. Voilà, pas moi qui le dis, c'est eux. Et de toute façon, je vous ai dit que il y a un vrai sujet, hein, c'est que prouvez-moi que je peux être moins cher en produisant du Bitcoin avec de l'énergie qui vient du pétrole, quand on voit le prix du pétrole actuellement, $90 le baril, ou du gaz de schiste, pour parler de continent américain, je ne suis pas sûr. Et au Texas, il y a énormément de fermes solaires qui se sont mis en place pour le mining. Et donc, ouais, je pense que là, ça nécessite un petit peu de recherche. Vélocité, une très très bonne question. Donc en fait, vous avez vraiment la bonne question pour aller me faire sortir un petit peu des sentiers battus. Pour moi, il y a un vrai sujet, c'est les ETF. Quand on va avoir un produit qui va permettre de détenir du Bitcoin de manière générale pour tout le monde sans avoir un besoin d'avoir une clé, et ainsi de suite, ou une plateforme. Et je pense que les ETF, quand ils sont arrivés sur l'or, ont fait exploser les cours de l'or. Et je pense qu'on aura un peu la même chose sur Bitcoin. Je pense, mais je peux me tromper. C'est un premier point. Mais le deuxième point, celui qui pour moi est un facteur de changement majeur et drastique, c'est toute la problématique qu'on a sur la dédollarisation. Il faut savoir que l'Iran aujourd'hui a déjà utilisé des transactions Bitcoin au commerce international. Et pour moi, Bitcoin peut devenir une unité de compte du commerce international. On change de dimension. Voilà un des éléments de passage à l'échelle pour Bitcoin où ce ne sont plus nos transactions d'épargne qui vont jouer, mais je pense que c'est autre chose qui va jouer. Et je pense que pour les particuliers, c'est un bel outil d'épargne. Ce n'est pas forcément les particuliers qui vont beaucoup faire bouger les choses. Ne nous trompons pas, quand on fait des transactions sur Lightning, ça ne fait pas des transactions, puisque tant qu'on ne fait pas un canal, on n'a pas d'inscription sur la chaîne. Hein. Donc on peut faire plein de transactions Lightning, ça ne fera pas des transactions sur Bitcoin. Il faudra avoir des Bitcoins pour pouvoir faire des transactions, des fractions des Satoshi. Mais... Donc je pense plus à la problématique de l'unité de compte du commerce international, qui pour moi est un élément majeur, et aujourd'hui de
l'acceptation par les acteurs financiers majeurs que sont les banques américaines. Voilà pour les réponses. S'il y a d'autres questions et si j'ai le temps, enfin moi, c'est pas moi qui juge le temps. Donc. Moi, j'avais juste une question par rapport à votre clientèle. Déjà, depuis quand vous constatez un attrait donc, dans l'évolution par rapport à votre clientèle? Est-ce que la plupart de vos clients vous en parlent spontanément et est-ce que vous le ritualisez, vous le systématisez dans vos propositions commerciales en outils de diversification? Alors, les premiers clients qui m'en ont parlé, c'est le bull de 2017. A priori, globalement, dans le dernier mois du bull market. Donc, quand il fallait surtout pas acheter, je leur ai dit non, c'est plus maintenant. J'en parle depuis 2016. Mais j'ai structuré une offre après une mauvaise expérience avec une plateforme française leader de son marché, sans nommer personne. On a décidé de développer une offre de conseil. Donc nous, notre offre, c'est une offre de conseil. Vous allez nous payer tous les mois pour qu'on vous conseille dans l'acquisition, la conservation, la sécurisation de crypto, la déclaration fiscale, la formation, le revenu, essentiellement. Je rappelle les choses. Il n'y a pas de revenu sur Bitcoin. Hein. Il n'y a pas de revenu sur l'or, il n'y a pas de revenu sur Bitcoin. Si quelqu'un vous dit « je vais vous faire du revenu sur Bitcoin », pas bon. C'est pas bon signe. Et dernièrement, transmission. Donc ça, cette offre-là, elle existe depuis maintenant 2 ans. Et elle est systématiquement évoquée à tous les clients. Voilà. Et on va dire, une quinzaine de pourcents des clients qui ont donné un accueil favorable à cette proposition. Mais notre capacité à pouvoir gérer un patrimoine 360 degrés nous a amené une nouvelle génération de clients auxquels on ne s'attendait pas. Souvent, un cabinet de gestion de patrimoine, les clients majeurs ont l'âge du gérant ou sont un peu plus âgés. Donc, c'est-à-dire que normalement, majoritairement, je devrais avoir des clients entre 50 et 80 ans. Quoi. Enfin, 54 et 80 ans. Et bon, puis après, j'ai des collaborateurs plus jeunes que moi, parce que nous, on a des collaborateurs de 60, 50, 40, 30 et 20. Mais en fait, finalement, on a eu toute une nouvelle génération d'entrepreneurs qui sont des primo-cédants, des gens qui vendent leur boîte pour la première fois, qui sont arrivés parce qu'on pouvait les conseiller sur tous les actifs. Voilà. Donc, c'est une super opportunité marketing pour nous. C'est peut-être 2% ou 3% de nos actifs sous gestion ou conseillés. Mais en termes de différenciation, c'est majeur. Je pense qu'on peut applaudir Louis et Alexandre de Frassard. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir.